Il le dit, mais je ne sais pas ce qu'il va faire. Bon, alors, je continue avec vous. J'ai commencé à faire des choses avec vos camarades du groupe précédent et je vais considérer, on va supposer que ce que j'ai fait va être enregistré en touche du placoplâtre. OK? J'espère qu'il va marcher. S'il marche, je vais faire quelque chose qui fait suite à ce que j'ai fait avec eux. Et si tout va bien, vous écouterez les deux enregistrements, l'un à la suite de l'autre. Alors, ce que j'ai fait avec eux rapidement, c'est euh, j'ai commencé pour parler sérieusement de l'école néoclassique, parce que c'est ça l'objectif. On a fini les mercantilistes, on a fini les classiques, et je rentre dans l'explication de l'école néoclassique. Cette école néoclassique, j'ai expliqué qu'elle est très importante parce que c'est l'école dominante aujourd'hui. Donc, tout ce que nous faisons en économie, ça vient en grande partie de cette école. Donc, elle est importante. Et vous verrez dans le premier enregistrement que j'ai fait euh, j'ai expliqué que il y a trois personnages, Menger, Walras et euh, non, Marshall il en fait partie, mais les fondateurs premiers, c'est Givens. Givens, Walras et Menger. Marshall, tu n'as pas tort. Il va compléter, mais il est plus contemporain, n'est-ce pas? Mais c'est pas grave, c'est pas faux du tout. Donc, c'est ces trois-là qu'on cite comme étant les pères fondateurs, si vous voulez. Hein. Ça d'un côté. D'un autre côté, ce qui est important à connaître aussi, c'est l'origine de cette école néoclassique. C'est une attaque ou des attaques simultanées qui viennent de trois écoles germaniques. Enfin, pour ne pas dire allemandes, en fait, c'est des écoles de langue germanique, allemande et autrichienne. Et je m'étais arrêté avec vos camarades à ce qu'a fait ces trois écoles. La première s'appelle l'école historique allemande, ensuite l'école nationale allemande, qui développe un nationalisme économique, qui aboutit à une théorie du protectionnisme, qui est un protectionnisme beaucoup plus élaboré que celui défendu par les mercantilistes. D'accord? Le chef de file de cette école, c'est Friedrich List. C'est lui que j'ai euh, développé dans la vidéo précédente. Le suivant, c'est l'école historique allemande. La troisième, celle de Menger, on verra dans la suite. Peut-être que je la ferai la semaine prochaine. Mais pour le moment, je vais traiter l'école, euh, je vais traiter l'école historique allemande. Alors, retenez tout d'abord que en économie ou dans l'histoire de la pensée, on considère qu'il y a deux révolutions en économie. Deux révolutions. Quand on dit révolution, c'est toujours se révolter sur les pères fondateurs, n'est-ce pas, Mathis? Les pères fondateurs, c'est les classiques. Et la première révolution qui est venue, euh, non, je parle de la pensée, hein. Je ne parle pas des événements économiques. Ce n'est pas les faits. Je parle de pensée, révolution dans les esprits. Oui. Donc, le classicisme, c'est les pères fondateurs. Et la première révolution qui est venue contre les classiques, c'est la révolution
Non, non, je parle de l'économie. L'économie, c'est la révolution marginaliste. La révolution marginaliste, c'est un des aspects de l'école néoclassique. On considère que le marginalisme, c'est la première révolution qu'a connue l'économie, après les classiques. Ça veut dire, c'est quoi une révolution? C'est un changement total de paradigme. Ce n'est pas une petite réformette ou une petite correction d'idées, non, ça chamboule tout. La première révolution en économie, en sciences, en connaissances économiques, dans la pensée économique, c'est cette révolution marginaliste, qui est un des volets un des piliers de la construction de l'école néoclassique. Nous verrons les détails plus tard. N'est-ce pas? La deuxième révolution en économie, c'est laquelle? On dit qu'il n'y en a que deux. Il n'y en a eu que deux. La marginaliste et la keynésienne. Keynes, c'est, chaque fois qu'on parle de Keynes, on dit la révolution keynésienne. Bien sûr, souvent, les révolutions tournent le boudin. Hein? La révolution keynésienne, quand elle est venue, elle a éclipsé pendant une bonne période, j'allais dire longue, mais en fait, elle n'est pas si longue que ça, pendant une bonne période qui va de l'après-guerre ou juste avant l'après-guerre, 1936, la date de la publication des livres de Keynes, jusqu'aux années, début des années 80. À partir de ce début, au milieu des années 80, jusqu'à un petit peu hier, on a vécu la période de la contre-révolution monétariste ou libérale. Et aujourd'hui, pour certains, on est dans la période la plus dangereuse qui fait suite à l'effondrement d'un paradigme qui serait là, pour certains, le paradigme néolibéral, et avant la naissance d'un nouveau paradigme, on ne sait pas lequel. Qui est-ce qui dit que lorsqu'on est entre l'effondrement d'un modèle et avant la naissance, l'émergence de celui qui va le remplacer, c'est la période la plus propice à tous les démons. Qui a dit ça? C'est pour ça qu'il y a une sorte de... Les gens, les économistes ne savent plus à quel sens se vouer, ils sont complètement déboussolés et c'est une période très propice à de tas de l'écubration tout à fait euh, incompréhensibles. Des idées, des théories quelquefois farfelues qui naissent. Parce que le modèle néolibéral a l'air de vaciller ou de se terminer et le nouveau, on ne sait pas quelle forme il prendra encore. Comment il s'appelle le révolutionnaire italien? Gramsci. Gramsci, vous le connaissez? Gramsci. C'est lui qui a dit que lorsque un système s'effondre, c'est qu'il y a un autre qui va le remplacer. Mais entre les deux périodes, c'est une période extrêmement dangereuse, où il peut y avoir l'apparition de démons politiques, bien sûr. Comme la terreur. La terreur, le fascisme en Italie, sont sortis dans des périodes comme ça. Le Période. fascisme un peu partout.
Oui, oui, un peu partout. Donc, voilà, gardez à l'esprit cette idée que en économie, il y a eu deux révolutions, marginaliste et keynésienne. La période, alors j'ai dit, je ne vais pas parler de l'école nationaliste allemande qui est née en Allemagne, et je vais parler un peu rapidement de l'école euh, historique allemande. Et je veux insister avant cela sur cette période qui est entre la fin du 19e, 1870-73, et les débuts du 20e, c'est-à-dire jusqu'à 1905-10. C'est une période considérée par les historiens de la pensée économique comme l'ère des grandes théories. C'est une période dans laquelle il y a eu beaucoup d'innovations théoriques très profondes, n'est-ce pas? Et comme je vous ai dit qu'on va parler des, des écoles de langue germanique, et on va s'attarder beaucoup plus sur l'école autrichienne, mais ces querelles, si vous voulez, ou ces périodes de grande théorie étaient appelées en allemand, enfin par les germanophones, l'époque des grandes querelles de méthode. Vous notez entre guillemets le terme l'époque de, des grandes querelles des méthodes. C'est une période où s'opposent les historiens allemands et les, et les, euh, et les penseurs, pas seulement en économie, qui viennent de l'école autrichienne et ne défendent pas les mêmes idées. Et de cette querelle des méthodes sont nés beaucoup de d'innovation intellectuelle et surtout en économie. Alors, les historiens allemands défendaient l'idée qu'il ne pouvait pas y avoir de loi économique universelle. C'est très important, ça, pour nous. Pour les historiens allemands, il affirmait qu'il ne pouvait pas y avoir de loi économique universelle. Alors que les adeptes, ceux de l'école autrichienne, défendaient une position subjectiviste, une position subjectiviste dans laquelle, ou pour laquelle, les lois économiques pouvaient être déduites simplement des comportements élémentaires des individus et des logiques qui les sous-tendent.
Donc, vous avez une opposition totale parmi, très célèbre parmi les oppositions dont j'ai parlé les premiers cours. Ce sont des oppositions, vous vous rappelez, le premier cours, je l'ai appelé un cours de méthodologie. Et on est en plein dedans, ici, dans quelle est la méthode qui va être adoptée dans la recherche économique. Donc, il y a des gens qui partent de l'idée qu'il ne peut pas y avoir de loi, il ne peut pas y avoir de loi empirique qui serait valable en économie comme le seraient les lois de la physique. Les gens qui défendent cette idée, on les appelle des historicistes, c'est-à-dire ceux qui défendent l'idée que les lois sont valables dans une époque historique, mais ne sont plus valables dans une autre époque historique. Eh bien, cette école-là, on l'appelle l'école historique allemande. Alors que les Autrichiens défendent plutôt l'idée qu'il peut y avoir des, des lois universelles, des lois économiques universelles, qu'on peut déduire en observant le comportement des individus élémentaires. Avec le recul, plusieurs années plus tard, un des héritiers les plus célèbres, alors, un des héritiers les plus célèbres de l'école autrichienne. Alors, l'école autrichienne, vous savez très bien, j'ai cité peut-être le nom, peut-être que je confonds avec le camarade des groupes précédents. L'auteur le plus connu, on a dit le fondateur, c'est Menger, mais un auteur qui a vécu une bonne partie du XXe siècle, qui est en même temps un prix Nobel, c'est Frédéric Hayek. C'est un prix Nobel d'économie qui, est, qui vient de l'école autrichienne. Mais un autre économiste héritier de l'école autrichienne qui est tout aussi célèbre et qui aurait pu mériter le prix Nobel, c'est Schumpeter, Joseph Schumpeter. Son nom s'écrit S-C-H. S-C-H-U-M Peter. S-C-H-U-M Peter. Schumpeter, Joseph Schumpeter. Eh bien, Joseph Schumpeter a dit que cette période de grande de querelle de méthode ou période de grande théorie, ces querelles ont trop épousé d'énergie. Mais il reconnaît en même temps que leurs acquis forment la base de l'enseignement de l'économie aujourd'hui. Dans toutes les universités du monde et dans laquelle Menger a joué un rôle très important, rôle de premier plan, équivalent à celui d'Adam Smith pour l'école classique. Donc, si on dit que Adam Smith, c'est le père de l'économie, on dit que Menger, c'est le père des sciences économiques, c'est-à-dire l'économie moderne reconnue comme une science. Donc, il y a eu une première naissance de l'économie au XVIIIe siècle avec Smith, et puis une première
révolution ou une deuxième naissance avec Menger au 19e siècle. Donc, les classiques appelaient leur économie politique. Menger, il va l'appeler science économique. Dans son livre, qui s'appelle, paradoxalement, Les principes d'économie politique, sorti en 1871. OK? Donc, à la sortie du livre de Menger, Les principes d'économie politique, le monde académique germanique, soit en Allemagne ou en Autriche, était dominé largement par cette école historiciste. Je ne sais pas si je l'ai dit avec vous, mais cette école est très influencée par son chef de file qui s'appelle Gustav Schmoller. Gustav, ça s'écrit G-U-S-T-A-V. Gustav Schmoller, S-C-H. Schmoller, S-C-H-M-O-2-L-E-R. Du milieu du 19e jusqu'à... Il a vécu jusqu'en 1917. Puis vous savez aussi que Weber, Max Weber, il a rejoint cette école un peu plus tard. Donc Schmoller, c'est un personnage influent à cette époque, pas seulement au niveau académique, mais aussi même au niveau politique en Allemagne. Eh bien, Schmoller, ou l'école historique allemande, s'opposait à l'école classique, mais elle va aussi rejeter le marginalisme de l'école autrichienne. Donc, ils critiquent les classiques, mais ils ne s'acceptent pas entre eux. Il va aussi, surtout, on va dire Menger, il est considéré l'un des fondateurs de l'école néoclassique. Il va rejeter aussi le concept d'économie nationale développé par Friedrich List. Frédéric, non, plutôt Menger, il, il dénonce, si vous voulez, ce que
il appelle les erreurs de l'historicisme. Il considère que l'école historique allemande a fait beaucoup d'erreurs de méthode et il défend un concept, euh, il défend la démarche individualiste et réaliste en économie. C'est-à-dire qu'il faut partir des individus et non pas de l'histoire qui s'impose à tous les individus. Et Et il attaque l'école historique allemande aussi, bah, presque à tous les niveaux méthodologiques, à la fois au niveau de la philosophie, au niveau de l'ontologie du comportement des individus, au niveau de, de l'échelle de l'observation, c'est-à-dire on observe les individus les plus élémentaires, et il considère qu'on peut obtenir des lois quand on observe des individus, alors que les historicistes considèrent qu'on ne peut pas comprendre un phénomène socio-économique autrement qu'en le replaçant dans son contexte historique, c'est-à-dire revoir toute son historicité. Donc, ils ne cherchent pas la même chose. Donc, c'est pour ça que je considère que ces querelles, ce sont des querelles de méthode, qui paraissent des méthodes des querelles académiques et fumeuses, mais en fait qui ont abouti finalement à des résultats et des innovations extraordinaires dans le domaine de la connaissance économique. Donc, Menger et l'école autrichienne voient dans le projet de l'école historique allemande une grave erreur ou une incompréhension de l'objectif et de la démarche théorique, et aussi une erreur entre l'entreprise théorique, ou du lien entre l'entreprise théorique et la démarche historique. Il pense, Menger, que pour comprendre les phénomènes, on peut le faire de deux façons légitimes mais complètement distinctes, inconciliables, mais toutes les deux légitimes. La première, c'est la méthode historique, il ne la rejette pas du tout. Mais il dit qu'il y a une autre méthode, c'est la méthode théorique. Et la méthode théorique, c'est celle qu'il a choisi de faire et qui peut apporter des solutions ou, une, ou des explications intéressantes et différentes de celles des historicistes. Donc, la première s'intéresse, si vous voulez, à l'aspect individuel des phénomènes pour ressortir les spécificités. Ça, c'est la démarche historiciste. Et la deuxième, celle qu'il a choisi de suivre, elle est orientée vers la, comprendre le comportement et comprendre la prise de décision des agents
à partir d'une imagination de ce qui se passe dans leur cerveau, si vous voulez, pour comprendre l'aspect général des phénomènes économiques. Ça veut dire que, d'après Menger, si on adopte une démarche non pas historiciste, mais théorique, on peut construire des lois qui peuvent expliquer le comportement, le comportement général des agents et qui sont par la suite capables d'être vérifiés empiriquement. Ce phénomène, il les appelle des types. Je ne sais pas si ce terme vous rappelle quelque chose au lycée. Vous avez peut-être fait Max Weber, non? Non. Ceux qui ont étudié Max Weber, vous avez peut-être vu le, le phénomène du suicide chez Max Weber au lycée, non? C'est lui qui a parlé de ça. Et il a défini, pour comprendre les phénomènes sociaux, ce qu'il a appelé des types, ou quelquefois on les appelle des idiotypes, on parle d'un idéal type. C'est comme quelque chose qui n'existe pas, mais on l'a construit de façon fictive et ça devient plus fort. On a un point de repère. Exactement, exactement. On sait qu'il n'existe pas, mais techniquement, il est peut-être possible. Mais... Non, il peut être un idéal type. Idéal, ça veut dire que c'est meilleur, c'est le bon. Non, c'est voilà, un idéal type qui permet de se repérer et par rapport auquel on compare les comportements des individus. Et si on trouve que il permet d'expliquer des comportements, eh bien, on l'adoptera comme on a adopté. Qui peut me donner un exemple d'idéal type dans les démarches économiques? Euh, non, ça c'est un principe, c'est pas un idéal type. L'idéal type, c'est comme un type, quoi. Comme un individu. Ben, le mot économicus, c'est un idéal type. Ben oui, il n'existe pas, mais il est très utile pour comprendre le comportement d'un être humain en économie. Quelquefois, on peut dire non, aucun de nous ne ressemble à cet homo economicus. Eh bien, les fondateurs de l'économie classique comme Menger, ils ne disent pas que nous ressemblons à cet homo economicus, ou que nous devons lui ressembler. Non, mais c'est un, comme tu as dit tout à l'heure, Mathis, c'est un repère, un homme fictif, à partir duquel on peut, voilà, on peut étudier le comportement des agents. Et donc, pour Menger, la recherche théorique en économie doit mettre à jour, doit ressortir ces types. Entre guillemets, vous mettez type. Ces individus fictifs, hein, comme le ménage ou comme le mot economicus, ou comme l'entreprise qui maximise son profit. Ben, c'est un idéal type en réalité. Ce n'est pas nécessairement quelque chose qui existe. Même si, imaginez que l'entreprise cherche à maximiser son profit, n'est pas du tout quelque chose d'inacceptable, on peut l'admettre,
Mais il se trouve que dans la réalité, toutes les entreprises ou une grande partie des entreprises ne se comportent pas comme ça. Mais l'idéal type d'une entreprise maximisatrice de profit est un type théorique qui permet de comprendre le comportement des entreprises en général. Voilà, si vous voulez, comment et où se situe cette, c'est ce qu'on a appelé les querelles des méthodes. Et ça a duré longtemps, cette querelle. Et pour Menger, quand on transpose ces idées en économie, eh bien, ça nous pousse à distinguer et à séparer totalement l'histoire économique de la théorie économique. Ce sont deux choses différentes, deux disciplines différentes, qui sont tout aussi utiles l'une que l'autre, mais lui, il a choisi la, la deuxième. Bien sûr, je vous rappelle ici que cette volonté de partir de cet agent fictif, ce type, entre guillemets, qui va permettre de décrire l'économie, enfin, décrire le comportement des agents en économie. Ça a été très utile. Ça a apporté beaucoup d'éclaircissement des phénomènes économiques, mais d'autres écoles par la suite, ou d'autres économistes par la suite, ont poussé à l'extrême jusqu'à l'exagération pour dire que nous devons tous nous comporter comme cet idéal. Quel est l'auteur que j'ai cité et qui, j'ai cité, je crois, à la première séance, et qui a été soupçonné ou pas soupçonné, il était considéré comme ayant, comme s'il invitait tout le monde à se comporter comme cet homo economicus. C'est Gary Becker, rappelez-vous. Gary Becker, B-E-C-K-E-R. Gary Becker, c'est un prix Nobel qui a expliqué le comportement des agents, cette fois non plus seulement dans leurs achats et ventes et comportements économiques, mais même dans leurs relations familiales, leur décision de faire des enfants, leur décision de fonder une famille, même dans leur choix amoureux. Il a expliqué tout ça en termes de comportement individuel de cet agent idéal type qui est le mot economicus. Donc, on a été un peu loin, dans, plus loin que ne le proposait Menger à cette époque. Alors, au niveau de la méthodologie et dans le cadre de ces querelles, de cette querelle des méthodes, Menger est allé plus loin dans cette distinction entre histoire et théorie économique, en distinguant dans la recherche théorique
en économie, la recherche exacte et la recherche empirique réaliste. La recherche exacte et la recherche empirique réaliste. Les deux s'intéressent aux phénomènes dans leur globalité, dans leur généralité. Sauf que la première, la recherche exacte, développe une approche idéalisée, une approche abstraite, si vous voulez, et pure. Et la deuxième, elle consiste à analyser les types et les relations. Dans les relations, il y a des relations types, des relations typiques. Donc, consiste à analyser les types et les relations typiques des phénomènes tels qu'ils se présentent dans la réalité empirique. Donc, ces deux approches sont contraires ou différentes de la recherche historique qui ne s'intéresse aux phénomènes que pour ce qu'ils ont de particulier dans une époque donnée. Donc, ils considèrent que la recherche empirique veut parvenir à une connaissance générale des phénomènes et procède par une sorte de démarche inductive, si vous voulez, contrairement à la recherche exacte. Et il ajoute que la deuxième démarche, empirique réaliste, c'est-à-dire la recherche empirique réaliste, ne peut pas atteindre pleinement ses objectifs parce que beaucoup de phénomènes concrets ne se voient pas empiriquement de manière détachée du contexte historique dans lequel elles se produisent. Et donc, la recherche empirique ne peut pas découvrir les, les idéales types. Elle ne peut que découvrir des types réels. Ils ne sont pas des types abstraits. Et donc, ces types réels ne peuvent pas, ne permettent pas de produire des généralités. Ils ne permettent que de décrire des agents dans un contexte. Et donc, c'est la recherche exacte qui va plus loin dans l'étude des phénomènes économiques en particulier et qui permet de trouver des lois de type exact, des lois économiques de type exact. Voilà, si vous voulez, l'apport méthodologique de Menger.
Ça, c'est au niveau de la méthode. Maintenant, il n'a pas, son apport ne se limite pas à la méthode. Bien sûr, le point de départ pour lui, c'est une révolution commence par révolutionner la méthode de travail. C'est ce qu'on vient d'expliquer. Donc, la première chose qu'il fait, c'est le rejet complet de la théorie de la valeur travail. Rejette complètement la théorie de la valeur travail. Alors, je vous rappelle que la théorie de la valeur est passée de la théorie de la valeur terre, la théorie de la valeur travail, et ensuite, on passe avec Menger à la théorie de la valeur utilité. Donc, il rejette la théorie de la valeur travail et il adopte une théorie subjective de la valeur utilité. Et en plus, il va adopter ce qu'on appelle, ce que vous l'appellerez dorénavant, le raisonnement à la marge. Le raisonnement à la marge. Ce raisonnement à la marge va permettre d'expliquer la chose que les classiques avaient du mal à expliquer à partir de l'utilité, enfin de la valeur, et ceci par le concept de taux marginal de substitution. Vous notez bien ce terme. Mathis, tu as fait le cours de micro l'année dernière, Oui, et, mais tu étais avec moi en TD oui, et ça te rappelle quelque chose, ce terme-là? bien sûr. Donc, tu as bien remarqué il parcourt toute la micro. C'est un terme central en microéconomie. On ne peut rien faire, on ne peut déterminer aucun prix sans passer par le taux marginal de substitution. Donc, ces Ou alors, trois, c'est une oui. économie sans échange. Comment? Ou alors, c'est une économie sans échange. On Ou peut rien alors, donner, on ne reçoit rien. ou alors une économie, chacun produit pour lui. Aussi. Voilà. Autoproduction, ce qui n'existe pas. Donc, ces trois principes, Ah, ça marche pas. comment? Ah, ça marche pas. Ouais, ça On marche. voit ce qu'on essaie la Corée du Nord, ça marche pas. Essayer de tout produire soi. Oui, oui, c'est vrai. Non, ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Donc, vous notez que ces trois principes sont aujourd'hui au cœur de l'analyse économique. Et au cœur de l'apport comme les fondateurs de la science économique moderne. Alors, dorénavant, si je prononce le terme science économique, non plus économie, c'est qu'on parle de l'économie des néoclassiques.
Donc, si je développe quelques phrases sur chacun de ces principes qui sont à la base de la révolution marginaliste, donc ces trois innovations de la révolution marginaliste, on peut distinguer, un, la théorie subjective de la valeur, deux points, on va expliquer, donner deux ou trois phrases là-dessus. Pour rappeler que les classiques, Smith, Ricardo, Marx, Malthus et autres, ils adhèrent à une théorie objective de la valeur, c'est-à-dire que la valeur d'un bien dépend d'une quantité objective qui lui est une quantité objective de travail qu'il incorpore ou qui lui est incorporée, c'est-à-dire la quantité de travail nécessaire pour le produit. Par contre, les marginalistes optent pour la théorie subjective et rappeler aussi, entre parenthèses, que ces idées étaient déjà, comme je l'ai dit hier, présentes chez Kantian et chez Jean-Baptiste Say aussi. Et qui dit que le fondement de la valeur d'un bien, le fondement de la valeur d'un bien, c'est tout simplement l'utilité qu'un agent lui accorde. Ça, c'est le premier principe. Deuxième principe, c'est le raisonnement à la marge. Vous devez bien comprendre ce raisonnement. Et c'est l'apport méthodologique majeur des marginalistes et qui dit que ce n'est pas l'utilité qui détermine le comportement de l'agent, mais l'utilité marginale. Mais l'utilité marginale. L'utilité marginale, c'est-à-dire l'utilité supplémentaire apportée par une unité infime, je dirais mathématiquement infinitésimale, de biens supplémentaires. Je répète, et je répète pour vous poser une question. Suivez bien. L'apport majeur, donc des marginalistes, c'est ce principe marginal qui dit que c'est l'utilité marginale qui détermine le comportement des agents, c'est-à-dire l'utilité supplémentaire apportée par une unité infime ou infinitésimale de biens supplémentaires. La question que je voulais vous poser, est-ce que je voudrais que ceux qui ont vu ça l'année dernière ne parlent pas, les autres essaient de réfléchir. Qu'est-ce qui représenterait cette utilité marginale ou cette unité supplémentaire apportée, l'utilité apportée par une unité supplémentaire infime d'un bien? Comment serait-elle décrite mathématiquement? Mathis ne rigole pas. Je sais que
On t'a arraché les oreilles avec ça l'année dernière. Alors, est-ce que vous avez compris ce principe ou j'aurais expliqué un peu plus? Hein? Ça va? Oui. Est-ce que toi, tu es redoublant? Qui d'autre est redoublant parmi vous? Donc, j'explique. Parce que, attention, hein, si vous ne comprenez pas, c'est un peu normal, parce que c'est vraiment un truc fumeux apporté par ces auteurs, mais qui est central en économie. Il est absolument central. Il faut le maîtriser. Et c'est quoi le maîtriser? C'est le sentir de manière intuitive. Ce n'est pas du tout ni compliqué, ni mathématique, mais juste comprendre l'idée, il faut que vous l'attrapiez. L'idée est la suivante. C'est, si je dis cette bouteille d'eau, cette bouteille d'eau, elle a une certaine utilité pour moi. Les économistes classiques ont essayé de passer de l'utilité de cette bouteille d'eau pour moi, puisqu'on a dit qu'elle est subjective. Moi qui viens depuis très tôt ce matin, j'arrête pas de parler, j'ai souvent soif. Et l'étudiant qui vient d'arriver à côté de chez lui, n'est-ce pas? Il n'a pas soif, il vient de chez lui tout de suite, n'est-ce pas? Il n'habite pas loin. Cette bouteille n'a pas la même utilité pour lui, n'est-ce pas? Moi, je serais prêt à payer un peu plus. Mais malgré cette distinction de la notion d'utilité qui est subjective entre vous et moi, eh bien, on n'est pas arrivé à déterminer un prix pour cette bouteille. Comment on passe de l'utilité d'un bien qui est une notion subjective à un prix de ce même bien qui est une notion qui n'est pas subjective, puisque le prix va être le même pour tous et il va être objectif. Ce point-là, il est resté obscur. On essaie de, ce qui permet de dire combien je suis prêt à payer pour cette bouteille d'eau. Mais, parce que même pour moi, cette bouteille d'eau n'a pas la même utilité si c'est la première bouteille ou si c'est la deuxième après avoir bu la première ou si c'est la troisième après avoir bu deux premières bouteilles. Et c'est l'utilité supplémentaire de la dernière bouteille que j'ai après avoir bu certaines bouteilles qui va déterminer combien je suis prêt à payer et pas l'utilité d'une bouteille dans l'absolu. Exemple encore plus parlant, pas pour toi, mais pour les garçons. L'utilité d'une bière, un verre de bière. Il est euh, quand quelqu'un il finit sa journée de travail, il passe au bistrot, il prend une bière. Je dis bien que ce n'est pas à toi que je m'adresse, mais c'est un plaisir, non? Tu vois que tu doutes. Mais les garçons, ils vont dire oui, c'est un plaisir. Non, pas moi. Bon, Mathis, tu n'aimes pas la bière. Moi, je parle en général. Ceux qui aiment la bière. À la fin de la journée, ils ont bien envie d'un, hein, bonne bière, non? Bon, j'ai choisi un mauvais exemple. Vous n'aimez pas la bière. Aucun de vous n'aime la bière. OK, donc vous aimez quelque chose alors, c'est quoi?
Non, choisissez un Chocolat. soda ou un truc que vous Ouais, le aimez, chocolat, que ça vous marche serez, très bien. hein, Le chocolat, ça marche très bien. un chocolat. Bon, il y a un moment où tu as envie d'un chocolat. Tu parles d'un chocolat, un verre de chocolat ou un chocolat? Non, moi, je sais pas, toi, tu penses à quoi là, des pains au chocolat? Ouais, des pains au chocolat, c'est pas Kinder. Un Kinder, Un Kinder. OK, on va parler d'un Kinder. Il y a un moment de la journée où tu as très envie d'un Kinder, plus qu'à un autre moment. Ça arrive. Bon, à ce moment-là, tu as un Kinder. Ce Kinder, il t'apporte et tu fais plaisir, non? Bon, on te donne un deuxième Kinder et tu fais plaisir toujours, mais un peu moins. Peut-être si tu aimes trop, pourquoi pas. Mais un troisième, à un moment, le troisième ou le quatrième t'apportera moins de plaisir. Le cinquième, sixième, encore moins. C'est pour ça que j'ai pris le cas de la bière, parce qu'à partir d'une bière, le plaisir est terminé. C'est plutôt les dégâts qui commenceront. C'est pour cela que l'utilité de la même chose n'est pas la même en fonction de comment ou combien on en a déjà eu de cette chose. Quand tu as très soif, après avoir fait du sport, eh bien, à un moment, le premier verre, c'est grand plaisir, le deuxième un peu moins, le troisième un peu moins, bien qu'il reste encore du plaisir. Mais peut-être qu'avec des boissons alcooliques, il arrive un moment où ça devient même du déplaisir. Et donc, c'est cette variation de l'utilité, de, c'est l'augmentation de l'utilité due à une addition d'une toute petite quantité de ce bien. Quelle est l'utilité supplémentaire que tu vas retirer de la consommation de cette unité supplémentaire très faible de ce bien? C'est ça qu'on appelle l'utilité à la marge. On appelle l'utilité aussi marginale, apportée par une toute petite unité supplémentaire de consommation de ce bien. Tout en retenant que cette utilité marginale, apportée par un supplément, une, un supplément très faible, mais de la même quantité, eh bien, cette unité marginale, chaque fois que vous en avez un peu plus de cette unité supplémentaire, elle devient de plus en plus faible, elle baisse. Le plaisir supplémentaire que tu as à la suite d'un autre chocolat, il est de plus en plus faible chaque fois qu'on te donne du chocolat. C'est ça qui va s'appeler le raisonnement marginal ou à la marge. C'est ça qui va euh, permettre de, on ne le voit pas tout de suite, qui va permettre de déterminer les prix. Ce n'est pas l'utilité, mais les utilités marginales. Parce que quand tu vas mettre le prix sur le comptoir pour une bière, la première et peut-être la deuxième et la troisième, si tu es si tu es un Irlandais, un bon buveur de bière, au bel, enfin, je sais pas, euh, c'est bien, tu es prêt à payer. Mais il y a une bière numéro, je ne sais pas, 10, 12, 15, ça dépend du niveau d'alcoolémie, eh bien, tu ne serais pas prêt à payer autant que le premier. Donc, le prix il va dépendre non pas de l'utilité, mais de l'utilité marginale. Pas tout de suite, on ne voit pas tout de suite comment, mais c'est ça le point, c'est ça le deuxième principe. Après, on va passer au troisième principe, c'est la formation des prix. À partir de ces deux premiers principes, surtout le deuxième. Déterminer le prix, ça ne se fait pas à partir des utilités. Ça se fait à partir des utilités marginales et
On va voir comment dans quelques instants. Mais la question que je vous ai posée, c'est comment, lorsque tu augmentes la quantité d'une chose de manière infime, cette chose, si elle a un effet sur autre chose, qui est épancher ta soif, qui est se faire plaisir, s'ils sont reliés, nous dirons que le deuxième, c'est une fonction, et le premier, qui serait le verre de bière, est une variable. Quand la fonction, niveau d'utilité, niveau de satisfaction, est une fonction qui dépend d'une variable qui est le verre de bière, si tu augmentes d'une toute petite quantité à chaque fois la quantité de bière supplémentaire, alors ton niveau de plaisir, il baisse progressivement. Le plaisir marginal, parce que tu as toujours du plaisir, mais un plaisir marginal qui baisse de plus en plus. J'ai dit que mathématiquement, il y a une, un être mathématique qu'on utilise pour décrire la variation d'une variable par rapport à la variation d'une autre qui est, excusez-moi, la variation d'une fonction par rapport à la variation d'une variable qui est antécédente de cette fonction, qui agit sur cette fonction. Comme on dit, y est une fonction égale 4 fois x ou f de x. X est une variable qui agit sur y. Si tu augmentes x, il se passe des choses sur y. Quel est cet être mathématique qui permet de dire que la variation marginale de x est décrite par quoi mathématiquement? L'effet de la variation marginale de x sur y est décrit par la dérivée de y. C'est ça, ce à quoi je voulais que vous arriviez tout seul, si vous avez fait un peu de maths au lycée. Cette chose mathématique est décrite par l'utilité marginale, l'utilité marginale est décrite par la dérivée de l'utilité. On considère que l'utilité est une fonction et que l'utilité marginale, c'est-à-dire la variation de l'utilité suite à une augmentation infime de la variable qui était le verre de bière ou le chocolat dans nos exemples, eh bien, cette relation est décrite par la dérivée de la variable utilité, c'est-à-dire l'utilité marginale, c'est-à-dire la dérivée de la fonction d'utilité. Ça vous parle quand je dis dérivée d'une fonction? Voilà. Alors maintenant, la formation des prix. Alors vous notez que le noyau central de la théorie néoclassique, c'est la détermination des prix d'équilibre sur des marchés en concurrence. Et le consommateur cherche ou maximise son utilité, le consommateur maximise son utilité en choisissant un panier de consommation, c'est-à-dire une combinaison de quantités de biens qui rend
les utilités marginales des différents biens tirant les utilités marginales des différents biens divisées par les prix de ces biens égale. Je répète, le consommateur maximise son utilité en choisissant un panier de consommation, pour le dire mieux maintenant, qui rend égal au pluriel les utilités marginales, qui rend égal les utilités marginales des différents biens divisés par leur prix respectif. Si on a deux biens, par exemple, pour simplifier, et choisit de répartir son revenu entre la consommation de deux biens, on peut dire que le rapport entre les prix de ces deux biens, qui s'appelle le prix relatif de ces deux biens, est égal au rapport des utilités marginales qu'apportent ces deux biens. Et ce rapport, on l'appelle le TMS, le taux marginal de substitution. Voilà, je vais arrêter là mon explication et on se voit samedi. Tu n'es pas au courant, Mathis, apparemment. Oui, si tu fais Shabbat, c'est pas la peine. Hein. Et c'est quoi, c'est en TD ou c'est un... C'est un cours de remplacement d'un jour férié. Ah, les jours fériés, il vaut mieux les remplacer au début qu'à la fin du semestre. Hein. Doucement. Oh, doucement les chaises. Oui,